8h36, notre invité, un petit nouveau ici même. 8h35, 9h sur RMC BFM TV. Maël de Calan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller général du Finistère, on va mieux vous connaître. Ancien porte-parole d'Alain Juppé, l'un des 3 candidats à la présidence des Républicains. Regardons ce qui se passe autour du gouvernement avec ce remaniement qui commence mais qui n'en finit pas. Christophe Castaner qui reste apparemment secrétaire d'État auprès du Parlement, chargé des relations avec le Parlement et qui est en même temps délégué général de La République En Marche. Ça vous choque d'ailleurs Non, ça me choque pas. cette double fonction? Ça me choque pas. Pour tout vous dire, ça m'intéresse pas beaucoup. Oui. Je considère que les Français attendent de ce gouvernement non pas qu'il porte un grand renouveau démocratique, mais qu'il soit efficace. Oui. C'est ce qu'ils ont le droit d'attendre de leurs responsables publics. Donc je suis ni dans la critique, ni dans la, Oui. ni dans l'adulation de ce processus. Mais je voudrais quand même dire à Christophe Castaner que quand on a un parti qui est en aussi mauvais état de marche, quand on a des députés qui offrent le spectacle parfois de l'incompétence et du scandale, il vaut mieux se consacrer à 100% à sa mission. Mais c'est un conseil, encore une fois, ça me choque pas. S'il veut cumuler, il cumule. C'est juste que si j'étais à sa place, je me mettrais à 100% sur ce boulot qui est un très gros boulot. Oui, mais quand savez-vous? Vous êtes député, non? Je suis, moi, candidat pour présider les Républicains et je Oui. sais que c'est un énorme travail que de régénérer nos partis politiques. Il était d'ailleurs très facile de tirer à vue sur les vieux partis de gouvernement, les Républicains, le Parti Socialiste. Oui. Et En Marche offre la démonstration qu'il est beaucoup plus difficile de reconstruire à la place. On a besoin de partis politiques forts en France. Vous étiez candidat aux législatives, non? J'ai été battu par une députée Oui. En Marche, par une candidate En Marche. Mais sur vos affiches de campagne, il y avait le nom de Macron, non? Absolument. Et pas celui des Républicains. Non? Mon slogan, C'est vrai ou pas? c'est vrai, mon slogan, c'était une droite ouverte pour réformer avec Macron. Et j'ai pas changé d'avis. C'est le message que je Pour porte réformer aujourd'hui. avec Macron. C'est-à-dire pour pousser Macron à aller aussi loin que possible dans le sens de la réforme. Je crois que c'est ce que nos électeurs de droite attendent de nous. D'ailleurs, j'ai perdu, mais avec un score qui était l'un des meilleurs de Bretagne. Je suis élu en Bretagne Nord. Et donc, une droite ouverte, on sait où on habite. J'avais contre moi une candidate En Marche. Je suis républicain, je préside les Républicains dans le Finistère. Mais une droite qui n'est pas fermée pour s'opposer à tout prix avec Macron, mais une droite qui est ouverte pour pousser Macron sur des tas de sujets, aller aussi loin que possible dans le sens de la réforme. Pardonnez-moi, vous êtes le représentant des Républicains dans votre département, le patron des Républicains dans votre département. Et sur vos affiches, vous ne mettez pas le logo Les Républicains. N'est-ce pas un peu d'opportunisme, franchement, Maël de Calan? Je crois pas parce pose que comme ça la question au passage. Vous faites bien, ça me donne l'occasion d'y répondre. Oui. Florence Portelli l'avait pas mis davantage sur ses affiches au municipal, pas plus que Laurent Wauquiez quand il était candidat au Puy-en-Velay. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne mettent pas le logo des Républicains? Moi, je vais vous le dire. C'est parce que dans l'opinion publique, le logo des Républicains, l'image de notre parti est profondément dégradée. Elle est associée au manque d'éthique, elle est associée au sectarisme, elle est associée à la mauvaise foi. Et moi, je suis précisément candidat à la présidence des Républicains pour porter des idées, on va peut-être y revenir, mais aussi pour porter un renouveau radical de nos pratiques politiques, pour faire en sorte que ce logo, ce nom, cette marque, ce soit pas un boulet qui nous tire vers le bas, mais au contraire un ballon d'oxygène qui élève tous nos candidats. C'était un boulet, quoi. C'est encore un boulet, quoi, si j'ai bien compris. La marque qui est la nôtre, et c'est profondément injuste. C'est un boulet. Non, la marque qui est la nôtre, à cause du comportement de quelques-uns, je cite toujours dans mes réunions... Qui? Comportement de qui? De Patrick Balkany, par exemple, qui a été en avril dernier réinvesti par les Républicains pour être candidat aux législatives, avant qu'on lui retire cette investiture dans la précipitation et l'affolement général sous la pression des médias. Je crois que si les Républicains décidaient demain, comme je le propose, de mettre au cœur de leur fonctionnement l'éthique, la morale, vous voyez des mots un peu étranges dans le vocabulaire politique, en instaurant un code d'éthique, en instaurant une commission d'éthique chargée de faire respecter ce code, s'ils étaient plus exigeants sur ce point, s'ils allaient au-delà de la loi, demain, nous serions associés à l'exigence morale, à la rectitude, et la marque des Républicains, notre image publique, elle n'en serait que meilleure. Oui. Votre image publique est mauvaise aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites. Hein? Elle est mauvaise et ça n'a rien d'inéluctable. Donc vous voulez régénérer cette image en quelque sorte. Est-ce que Laurent Wauquiez la régénère, cette image? Non, je ne pense pas. Laurent Wauquiez dit aux adhérents, vous n'êtes responsable de rien dans les défaites de mai et de juin dernier. Nous ne sommes responsables de rien. Il faut surtout rien changer, ni dans nos méthodes, ni dans nos pratiques, ni dans nos visages. Il faut continuer comme avant, donner un grand coup de barre à droite et les Français vont se lever par millions pour nous suivre. Je crois que c'est une erreur, je crois que c'est un mensonge et que si nous faisons ça,
nous allons au contraire nous réduire politiquement et continuer à chuter dans les urnes. Alors, lorsque Laurent Wauquiez affirme qu'il ne passera aucun accord avec le Front National, est-ce que vous avez un doute, franchement? Non, franchement, non. Et moi, je lui fais vous jamais... pas de doute. Je n'ai pas de doute sur sa volonté de ne pas faire d'alliance avec le Front National. En revanche, où est votre doute? Il y a, sur Laurent Wauquiez, aucun. En revanche, il y a dans son entourage des gens, Patrick Buisson, Guillaume Pelletier... Patrick Buisson, il est clair. Qui ont théorisé ce rapprochement avec le Front National. Évidemment. Il y a dans son entourage... Il dit que les Républicains revivront en allant chercher et les idées du Front National et bien sûr les électeurs du Front National. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a dans son entourage des gens qui ont théorisé ce rapprochement. Il y a dans son entourage des gens qui ont théorisé ce rapprochement aussi sur le plan idéologique, sur le plan intellectuel. Et quand j'entends Laurent Wauquiez affirmer que la droite est identitaire, par exemple, il va dans ce sens et ça m'inquiète. Vous êtes extraordinaire. Vous venez de me dire il y a un instant que vous n'avez aucun doute et maintenant vous me dites, lorsqu'il tient un discours identitaire, il se rapproche des idées du Front National. Je ne comprends plus rien. Je n'ai aucun doute sur son absence de volonté de faire alliance avec le Front National comme structure politique. En revanche, il y a un vocabulaire, il y a des propositions qui vont de plus en plus dans ce sens, juste sur ce mot identitaire. Moi, je crois que la France a une identité qui est faite d'une culture, d'une histoire, de traditions et de valeurs politiques, et que nous devons être fiers de cette identité et la transmettre. Mais identitaire, c'est pas ça. Identitaire, c'est un mot qui désigne le culte de l'identité, c'est un mot qui dit que l'identité de la France, elle est blanche et chrétienne, un peu comme Nadine Morano l'exprimait. Ça n'est pas ma vision de l'identité. Donc on peut, vous voyez, et c'est les idées de cette droite modérée que je veux porter, être à la fois très clair sur nos valeurs, la France a une identité, elle est belle, elle doit être transmise, et en même temps refuser une forme d'escalade verbale et politique consistant à dire, par exemple, que la France est identitaire, que la droite est identitaire. S'il n'y a pas d'alliance électorale avec le Front National, il y a une alliance idéologique. Il y a sur certains thèmes une forme de rapprochement. Et rapprochement idéologique. Oui, et le sens de ma candidature, c'est d'y faire obstacle, à la fois parce que je crois que ce serait suicidaire sur le plan électoral et une erreur énorme sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique. Est-ce que Laurent Wauquiez banalise les idées du Front National? Oui ou non? Certaines, oui. Certaines, oui. Moi, j'ai de vrais points de convergence avec Laurent Wauquiez. On n'est pas dans la même famille politique par hasard. On veut tous les deux promouvoir l'autorité, le mérite et l'effort. On veut tous les deux rétablir une forme d'ordre et de sécurité en France. On veut tous les deux lutter sans aucune forme de laxisme contre l'islam radical, mais dans d'autres domaines, celui de l'Europe, celui de l'identité, celui aussi des réformes économiques. Laurent est malheureusement de moins en moins libéral sur le plan économique. Là, on a des points de divergence. Tout vous sépare, quoi. Non, je vous ai donné des points d'accord. L'économie vous sépare, l'identité vous sépare, l'Europe vous sépare. La réforme de l'école nous rassemble, la lutte contre l'islam radical nous rassemble. J'imagine que Jean-Michel Blanquer vous satisfait dans la réforme de l'école. Absolument. Absolument. Et je crois que Blanquer illustre précisément ces sujets sur lesquels la droite doit absolument donner des bons points à Macron parce qu'il va dans le bon sens. On a des points de convergence avec Macron, des points de différence. Et moi, je pense que l'opposition, elle peut être à la fois très claire sur ses principes et en même temps mesurée dans sa critique du gouvernement. Une question toute simple. Écoutez bien. Je sens qu'elle va être piégeuse. Non, elle n'est pas piégeuse. C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes menacé d'explosion aux Républicains. Vous le savez bien. Vous savez bien. Quand on vous écoute et quand on écoute Laurent Wauquiez, on voit le fossé qui vous sépare. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus proche d'Emmanuel Macron ou plus proche de Laurent Wauquiez? Sur le terrain des idées. Je me sens à ma place dans les Républicains. Non, mais ça, c'est pas une bonne réponse. Je vous demande une réponse. Oui, est-ce que vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron idéologiquement ou plus proche de Laurent Wauquiez? Je suis à ma place dans les Républicains et l'histoire des Républicains ne s'arrête pas à Laurent Wauquiez. Vous êtes déjà, on voit que vous êtes jeune en politique, mais enfin vous avez déjà tous les réflexes. Non, mais je vous pose une question directe. Non mais je l'ai entendu, je vais y répondre. Alors répondez, je voudrais vous expliquer mon raisonnement. Non, ne me renversez pas l'entonnoir. Moi je veux une réponse et vous m'expliquez après pourquoi vous la donnez. Non, aujourd'hui je me sens plus proche de Laurent Wauquiez que de Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que le centre de gravité des Républicains, parti auquel appartient Laurent Wauquiez, est celui d'une droite libérale, européenne et modérément conservatrice. Le centre de gravité d'En Marche, dont Emmanuel Macron est le principal représentant, est celui d'un centre-gauche qui est certes beaucoup plus proche de mes idées que l'était François Hollande, européen, 60% libéral, des électeurs de droite apprécient la politique d'Emmanuel Macron. Oui, c'est mon cas aussi sur certains sujets, mais ça n'empêche pas de savoir où on habite politiquement. Moi, je crois dans le clivage gauche-droite, et je crois que mes idées sont représentées aujourd'hui majoritairement par les Républicains.
Républicains. Ce qui n'empêche pas de donner des bons points au gouvernement quand il va dans le bon sens, et je crois qu'à bien des égards, ça va dans le bon sens. On a parlé de la politique d'éducation de Jean-Michel Blanquer, on aurait pu parler de la politique fiscale avec la suppression de l'ISF ou la baisse de la fiscalité sur le dividende, mais il y a d'autres sujets sur lesquels ça va dans le mauvais sens. Et juste pour finir d'un mot, quand on fait la balance de tout ce qui va dans le bon sens et de tout ce qui va dans le mauvais sens, plein de choses, réforme de la politique familiale, absence de politique migratoire, absence de baisse des effectifs de l'État, absence de réduction de la dépense publique, hausse de la CSG, suppression de la taxe d'habitation qui va creuser le déficit. Quand on fait la somme de tout ça, on est dans l'opposition. Bien, vous êtes dans l'opposition. Il faut bien comprendre, parce que je me mets à la place du citoyen. Il y a Emmanuel Macron et de l'électeur des Républicains. Beaucoup d'électeurs apprécient la politique d'Emmanuel Macron. Il y a Laurent Wauquiez, il y a vous, et puis il y a tous ces constructifs. Et même ce nouveau parti Agir. Vous vous sentez proche des constructifs? Je me sens proche des constructifs sur le plan politique, sur le plan aussi amical et personnel. On a beaucoup d'idées en commun, oui. Mais on a une vraie divergence de fond. C'est que eux ne croient plus dans l'avenir des Républicains. Ils ne croient plus dans l'union de la droite et du centre au sein de la même famille, alors que moi j'y crois encore. Et si je suis candidat à la présidence des Républicains, c'est pour faire en sorte que notre parti ne se rétrécisse pas sur une ligne de plus en plus dure, de plus en plus clivante, mais que les idées que je porte, qui sont celles d'une droite modérée, continuent à vivre au sein de LR. Ce que vous disiez lors des législatives, je suis Macron compatible. Ouais. Vous êtes Macron compatible? Sur toutes les questions économiques, oui. Vous êtes Macron compatible, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pourriez adhérer à Agir, le nouveau parti des constructifs? Sur le plan politique, sur le plan des idées qui sont défendues par ce parti, qui sont celles d'une droite européenne, d'une droite libérale, oui. Mais encore une fois, moi je ne souhaite pas que la droite se coupe. Votre positionnement est bien difficile, là, parce que vous êtes sur un fil. On ne sait pas trop si vous tombez côté Macron, tombez côté Wauquiez, si vous êtes vous-même, si vous êtes constructif. Non, mais je vais vous dire, mon positionnement, je vais vous expliquer très simplement. Mon positionnement, c'est le même que Valérie Pécresse, c'est le même que Gérard Larcher, c'est le même que Xavier Bertrand, c'est le même qu'Alain Juppé lui-même, c'est-à-dire celui d'une droite qui sait où elle habite, qui est à droite, qui est aujourd'hui au sein des Républicains, qui sont la grande famille de l'union de la droite et du centre. Donc on sait où on habite, et en même temps on est partisan d'une opposition qui n'est pas sectaire et qui n'est pas ultra clivante. Je ne considère pas que pour être un bon opposant, il soit nécessaire de s'opposer tout le temps, sur tous les sujets, et c'est pour ça que vous entendez ces nuances. Oui, sur certains sujets, je suis Macron compatible. Sur la politique de l'éducation nationale, je suis Macron compatible. Sur la baisse de l'ISF Alain aussi. Juppé a rencontré Laurent Wauquiez. Oui, hier. Avant de me voir. Avant de vous voir. Que se sont dit les deux hommes? Vous savez, Maël de Calan, vous avez été porte-parole d'Alain Juppé, vous le savez. Oui, mais il m'a pas demandé ce matin de porter sa parole. Non, mais d'accord. Mais je suis pas là pour dévoiler des conversations privées. J'ai toujours, moi, eu cette ligne de conduite. On n'est pas très nombreux d'ailleurs dans l'entourage de Juppé à la respecter, qui est de ne jamais l'instrumentaliser et de ne jamais le faire parler. Il vous soutient? Il le dira s'il le souhaite. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon engagement politique. Moi, je me reconnais à la fois dans ses idées, qui sont celles d'une droite qui est clairement droite. Est-ce qu'il se reconnaît dans vos idées? Mais qui est modérée. Je le pense, mais il le dira s'il le souhaite. Je me reconnais aussi dans sa démarche politique. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Christian Estrosi, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Et à qui je parle, bien sûr. Ce sont des gens, voyez, qui illustrent ce que je veux porter comme ligne. Ils illustrent ce que je veux porter comme ligne au sein de ce congrès. C'est-à-dire une droite, vous disiez, mais je ne vous comprends pas où vous êtes. Parce que je crois que la politique, elle peut être nuancée. La politique, c'est pas forcément la guerre civile. La politique, ça n'est pas qu'on est de droite de s'opposer de toute force à ce que dit la gauche, et inversement. On peut, encore une fois, savoir où on habite. C'est le cas de Juppé, c'est le cas d'Estrosi, c'est le cas de Bertrand, de Pécresse, et en même temps, vouloir avoir une opposition nuancée qui accompagne quand ça va dans le bon sens et qui s'oppose quand ça va dans le mauvais sens. On a des sujets sur lesquels s'opposer. Le budget, par exemple. Oui. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un débat au sein même des Républicains entre les trois candidats. Pas tant que vous. Pas tant que moi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de débat? Qui n'a pas voulu de ce débat? Laurent Wauquiez n'a pas voulu de ce débat. Pourquoi? Ou alors, comme je le répète souvent... J'ai refusé un pugilat télévisé, dit-il. Je crois que la confrontation des idées, ça n'est pas forcément un pugilat. Je vais vous dire, mon nom... Pourquoi, selon vous, il a refusé? Mon nom est sifflé dans les meetings de Laurent Wauquiez, alors même que le sien n'est jamais sifflé dans mes réunions publiques. Non, mais pourquoi a-t-il refusé, selon vous? Il a refusé parce qu'il ne voulait pas probablement nous offrir une tribune à ma concurrente Florence Portellier et moi-même. Peut-être aussi parce qu'il sait que les débats peuvent faire bouger les lignes et que la ligne politique que je propose, qui est celle d'une droite qui s'ouvre,
et qui ne se referme pas, qui est celle d'une droite qui rassemble et qui ne se rétracte pas, que c'est cette ligne politique qui demain peut faire gagner les Républicains, qu'il y a beaucoup d'adhérents qui peuvent y être sensibles, et que ce débat aurait pu être l'occasion de le mettre en avant. Vous allez faire combien de voix? Quel pourcentage selon vous? Je n'en sais rien. Vous ne serez pas élu. Je n'en sais rien. Je suis clairement pas le favori de cette élection. Bah oui, je suis pas le plus connu. Je suis pas le plus soutenu. Mais je vais vous dire, selon que je ferai 5%, 25% ou 51%, l'avenir de la droite ne sera pas exactement le même, parce que la droite, si elle est ouverte, si elle rassemble, si elle reste fidèle à son ADN, qui est européen, qui est libéral, qui est ferme, très ferme sur les questions de sécurité, de justice, mais qui est celle d'une droite équilibrée, d'une droite de gouvernement, selon que la droite sera ouverte, ou au contraire qu'elle se refermera, elle pourra gagner dans les urnes ou elle perdra. Vous croyez au clivage droite-gauche? Je crois profondément au clivage gauche-droite. Même si vous êtes Macron-compatible, même si vous croyez au clivage droite-gauche. Vous prenez Jean-Michel Blanquer, je crois que c'est un homme de droite. Et je crois que la politique qu'il conduit aujourd'hui à l'éducation nationale, dans le gouvernement d'Édouard Philippe, est une politique d'éducation qui est de droite. Et donc on peut savoir, encore une fois, où on habite. Moi je suis membre des Républicains, je suis dans l'opposition parce que j'ai plus de points de désaccord que de points d'accord. Mais oui, sur certains sujets, parce que la politique c'est pas la guerre civile, on doit pouvoir s'entendre. Bien, Laurent Wauquiez qui invite des centaines de maires de sa région à un cocktail dans un grand hôtel près de la Tour Eiffel. Vous voulez savoir qui a payé? Je pense qu'en règle générale, la transparence et l'éthique sont des valeurs cardinales en politique. Oui, ça m'intéresse, mais je ne fais pas de procès d'intention à Laurent Wauquiez. Mais ça vous intéresse? Bien sûr, comme tous les contribuables de sa région. Et le Front National qui n'arrive pas à se financer, la Société Générale qui demande au Front National de clôturer tous ses comptes. Ça me choque beaucoup. Je ne suis pas vraiment suspect d'amitié ou de proximité avec le FN. J'ai écrit un livre pour expliquer concrètement pourquoi est-ce que leur programme mènerait la France à la faillite et à la ruine, mais je suis profondément choqué de ce qu'une banque, sans préavis, demande à un grand parti politique français de fermer ses comptes et de sortir. Moi, le Front National, je veux le combattre. Je veux le combattre de toutes mes forces, mais sur leurs idées. Je ne veux pas lui casser les reins au travers de ce type de mesures assez indignes sur le fond. Si Édouard Philippe ou Emmanuel Macron vous proposaient d'être ministre dans les mois ou les années qui viennent, vous accepteriez? Je n'accepterai pas sur la base du programme qui est conduit. Vous ne comprenez pas ce qu'ont fait Édouard Philippe, Gérald Darmanin et autres? Je le comprends dans le sens où eux veulent peser sur la politique qui est conduite par Emmanuel Macron, veulent l'ancrer le plus loin possible à droite. Je ne suis pas certain qu'ils y parviennent. Et moi, encore une fois, quand je fais la somme de tous les points d'accord et de désaccord, je suis dans l'opposition. Prenez le budget. Il y a 3 mesures importantes qui manquent dans ce budget. La baisse de la dépense publique. La dépense publique ne baisse pas. Elle ne baisse pas parce qu'on ne réduit pas les effectifs. Donc un peu plus d'économies à faire dans les collectivités territoriales. Beaucoup plus d'économies, pas seulement dans 13 milliards, mais 20 milliards. Non, les collectivités territoriales doivent être mises à contribution comme elles le sont déjà depuis 5 ans. Mais il faudrait étendre ces efforts aux dépenses sociales et aux dépenses de l'État. Il faut avoir conscience, Jean-Jacques Bourdin, qu'il y a un quart de la dépense publique qui sont des dépenses de retraite. Donc quand vous refusez, comme le fait Emmanuel Macron, de toucher à l'âge de départ en retraite, vous vous privez de la principale source d'économie. Ça, c'est un quart. Il y a un autre quart des dépenses publiques qui sont des dépenses de salaire. Donc, quand vous refusez de baisser les effectifs, vous ne baissez pas la dépense. Donc, ce budget ne baisse pas la dépense, ou pas suffisamment. Ce budget fait très peu de choses pour la compétitivité des entreprises, et c'est très grave. Vous avez suivi comme moi que la balance commerciale de la France se creusait à nouveau. Il y a des emplois qui sont détruits dans le secteur industriel depuis déjà bien longtemps. Donc rien sur la dépense ou quasiment, rien ou quasiment sur la compétitivité des entreprises en dehors de la baisse de l'impôt sur les sociétés, et enfin un mécano fiscal incompréhensible qui va se traduire par une ponction sur le pouvoir d'achat des retraités. Vous voyez, on a des sujets de différence avec Macron. Sur le budget, sur la politique migratoire, on a plein de sujets de différence. Autant se concentrer sur eux plutôt que d'attaquer le gouvernement avec mauvaise foi sur tous les autres sujets. Bien, merci Maël de Caland d'être venu nous voir. 8h55, vous êtes sur RMC BFM TV. Et dans le journal de 9h sur BFM TV, la deuxième accusatrice de Tariq Ramadan parle à BFM TV. Elle raconte pour la première fois devant une caméra ce qu'elle a subi dans une chambre d'hôtel. Les coups, les insultes, l'agression sexuelle. L'islamologue rejette, lui, toutes les accusations portées contre lui.